Bonsoir à toutes et à tous. Je vous propose d'ouvrir cette séance du Conseil municipal. Donc, je déclare la séance ouverte. On a installé cette salle dans une configuration bien particulière compte tenu du contexte sanitaire. Normalement, vous avez tous suffisamment d'espace pour pouvoir ne pas porter votre masque pendant la durée de la séance et être de façon un peu plus confortable pendant le temps qu'on va passer ensemble. Si jamais vous êtes amené à vous déplacer, en effet, là vous pouvez remettre votre masque pour pouvoir vous déplacer en toute sécurité lorsque vous croisez des personnes ou vous avez besoin tout simplement de vous déplacer. Alors, je vous propose donc au début de chaque séance, comme ce qui avait été annoncé lors du précédent conseil municipal, d'établir un petit point d'actualité sur... alors non, pardon, juste avant de démarrer, il y a quand même une étape importante, c'est qu'on doit désigner un membre pour remplir la fonction de secrétaire. Alors cette fonction, elle est traditionnellement dévolue aux plus jeunes membres, donc je vous propose donc de désigner Madame Léa Zafrani, Benjamine de l'Assemblée. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Ok, donc c'est bon, Benjamine de l'Assemblée. Du coup, je propose à Madame Zafrani de faire l'appel avant de démarrer l'ordre du jour. Alors, Monsieur Chambon Julien. Présent. Monsieur Hérault Christophe. Présent. Madame Simonin Elsa. Présent. Monsieur Lemaître Nicolas. Présent. Madame Martineau Sandrine a donné pouvoir à Madame Broutin. Monsieur Audrechy Christophe. Présent. Madame Broutin Gaëlle. Présent. Monsieur Mickaël Pierre. Présent. Madame Collet Marina. Présente. Monsieur Maga Silver. Présent. Madame Dubois-Loya Catherine. Présent. Monsieur Sekai Hadji. Présent. Madame Labus Eva. Présent. Madame Delicourt Christelle a donné pouvoir à Madame Broutin. Monsieur Battistini Clément. Présent. Monsieur Chambert Julien a donné pouvoir à Madame Collet. Madame Orozco Claire. Présente. Madame Dufour Florence. Présent. Madame Prime Céline. Présent. Monsieur Beauquest Cédric. Présent. Madame Herebrecht Christine a donné pouvoir à Monsieur Mickaël. Monsieur Simonin Sébastien. Présent. Monsieur Paris Benoît. Présent. Madame Zafrani Léa, donc présente. Monsieur de Camaret Gilles. Présent. Madame Lelanne Constant Isabelle. Présent. Monsieur Battista Fabio. Présent. Madame Gouard Sarah. Présente. Monsieur Karouni Tariq. Présent. Monsieur Joly Alexandre. Présent. Madame Rouster-Holz Fleur. Présente. Monsieur Cadiou Patrick. Présent. Madame Levé Emmanuel. Présente. Monsieur Leclerc Grégory. Présent. Madame Privat Christine a donné pouvoir à Monsieur Cadiou. Monsieur Sirot Jean-François. Présent. Monsieur Bastide Jean-Pierre. Présent. Monsieur Maigret Olivier. Présent. Madame Bellala Monica. Présente. C'est bon pour moi. Le quorum étant atteint, le Conseil peut valablement délibérer. Donc, comme je vous le disais précédemment, je commencerai le Conseil municipal par un petit point d'actualité pour permettre aussi aux Auvilloises et aux Auvillois de réaccéder à une information essentielle à la vie de notre ville. Alors, donc, le point d'actualité que je vous propose aujourd'hui, c'est de rappeler quelques faits importants. Donc, on a eu aussi le mardi 7 juillet l'installation de l'agglomération du conseil communautaire, donc qui concerne notre agglomération, durant lequel le bureau a été installé, donc le président du conseil communautaire a été élu, et avec lequel donc j'ai été élu vice-président en charge de l'habitat et du logement. Il y aura des dossiers extrêmement importants avec ce portefeuille, notamment celui de la réalisation d'un programme local pour l'habitat donc au niveau intercommunal. Donc il s'agit également à l'échelle de différentes communes,
19 communes de l'agglomération d'élaborer ensemble ce programme de l'habitat, du logement. C'est une tâche qui n'est pas forcément évidente parce qu'il s'agit de discuter avec des maires qui ont parfois des positions différentes, mais c'est une tâche importante pour nous permettre d'harmoniser et de travailler plus facilement main dans la main entre les maires de l'agglomération. Donc ça, c'était un petit peu l'avis institutionnel. D'un point de vue plus auvilloise et notamment sur l'aspect crise sanitaire donc du Covid-19, il m'a semblé important de rappeler, de faire un petit état des lieux sur l'impact financier donc du coût en fait de la crise sanitaire sur les finances de la commune. Donc à ce jour, on aurait un impact financier de l'ordre de 1 400 000 euros, donc un impact dû au fait qu'on a eu des dépenses, par exemple sur l'acquisition de masques, ou tout simplement on a eu moins de recettes. Donc c'est-à-dire que les services proposés à la population par la ville ont été tout simplement arrêtés. Donc entre ces dépenses et ces recettes, on a un impact financier d'environ 1 400 000 euros, ce qui représente grosso modo un peu moins de 4% des dépenses des dépenses de gestion de la commune. Donc un impact non négligeable sur lequel il faudra bien sûr continuer à capitaliser, au sens à rassembler les données et à bien prendre en compte, notamment dans le cadre de la construction des finances futures. Sur le virus, encore une fois, la configuration de ce conseil municipal le prouve. Il faut qu'on soit toujours vigilant et continuer à respecter les gestes barrières. Donc c'est pourquoi j'ai d'ailleurs demandé à la police municipale de revenir aux abords du marché pour refaire de la pédagogie auprès de la population, tout simplement. Les espaces municipaux, les espaces clos dans lesquels on croise du monde sont forcément à risque. Et donc j'ai souhaité qu'on renforce la pédagogie pour demander aux Auvillois de porter le masque, notamment sous la halle du marché. Et le cas échéant, bien sûr, on fournit un masque à usage unique si jamais les personnes n'en ont pas, mais le plus possible, réutiliser les masques qui vous ont été distribués, qui sont lavables et réutilisables. Donc voilà un petit peu le point par rapport au Covid-19. En termes d'actualité, donc on a aussi un retour suite aux incidents et aux troubles à l'ordre public qu'a connu notre centre-ville il y a quelques semaines, notamment dans le secteur des résidences Genève, Pharaon et Brassens. J'ai pu réunir donc le vendredi 10 juillet donc à l'hôtel de ville les différents acteurs de ce dossier, donc en présence de la secrétaire générale de la sous-préfecture de Saint-Germain-en-Laye, le commissaire de police, la responsable de la police municipale, Sylvain Maga, l'adjoint délégué à la jeunesse et aux nouvelles communications, Adji Sekai, l'adjoint délégué au sport, à l'entrepreneuriat social et à la cohésion sociale, Claire Orozco, la conseillère municipale déléguée à la prévention et à la sécurité, mais également bien sûr les bailleurs sociaux qui gèrent les résidences des Genêts et de Brassens, donc c'était Milieu et Vie d'Habitat, CDP, CDC Habitat, mais également les représentants des différents propriétaires, donc le syndic, et les représentants des locataires de ces résidences. Ainsi que, bien sûr, autour de la table étaient présents les services de la ville. Donc c'est important de reprendre un petit peu un nouveau départ, si je puis dire, sur ce dossier-là qui est compliqué, qui, malgré l'actualité autour des RICS, concerne finalement un problème plus profond, qui dure depuis quelques années déjà. Et donc c'était très important de remettre tous les acteurs concernés autour de la table pour élaborer une feuille de route afin qu'on résolve ensemble ces problèmes de notre centre-ville et plus globalement les problèmes liés aussi à l'occupation de notre jeunesse. On se reverra, un planning est en cours d'élaboration, mais l'idée c'est de se revoir à la rentrée avec un plan d'action qu'on puisse partager avec les différents acteurs et suivre en toute transparence les différentes étapes, les mesures mises en place et le cas échéant des indicateurs, des résultats sur la politique déployée. Ensuite, donc, continuons sur l'actualité. Donc, on a aussi également un nouveau protocole sanitaire donc, pour les écoles qui a été transmis par l'éducation nationale, donc, qui est actuellement en cours d'étude. Et encore une fois, on a différentes activités de jeunesse qui sont proposées cet été. Donc on a cet été un dispositif d'animation un peu spécifique dû au contexte sanitaire qui est dispatché sur différents sites d'animation. Donc on a 6 sites d'animation d'été du 6 juillet au 30 août, un site à peu près dans chaque quartier.
avec 2 sites pour l'accueil en fait, du club 7-10 ans. Donc je fais un petit peu la publicité pour ceux qui ont des enfants entre 7 et 10 ans, parce que en fonction bien sûr de leur lieu de scolarisation, il y a le Ginko ou Guimier, le gymnase Guimier 1 qui peut les accueillir à la demi-journée, donc du lundi au vendredi de 9h à 17h. Donc vous n'avez pas de préinscription, mais vous avez la nécessité de déposer un dossier d'inscription et de payer 5 € d'adhésion. Donc c'est pour vous dire qu'il est important qu'on pense à notre jeunesse cet été, qu'on leur offre des activités. Donc n'hésitez pas à solliciter le service jeunesse de la ville. Il y a des choses à faire, vos enfants peuvent y trouver des activités. Bon, en revanche, les séjours de vacances sont clos. On m'a transmis l'information, il n'y a plus de place, mais il y a plusieurs séjours qui sont organisés par la ville. Des mini-séjours, un séjour linguistique et un séjour mer, mais à ce jour, on n'a plus de place disponible. Donc le dernier point d'actualité sur ce petit résumé, c'est également le cinéma de plein air. Donc on aura une séance organisée le 28 août, donc gratuite à partir de 20h30 dans le parc Charles de Gaulle. Donc c'est l'opération cinéma en plein air dans le cadre du festival Les Yvelines font leur cinéma, donc créé à l'initiative du département et auquel participe la ville de Houille. Donc à l'affiche, c'est Edmond, une comédie d'Alexis Michalik tirée d'une pièce de théâtre. Donc un bar et une restauration légère sera prévu sur place. Un projet de pique-nique serait à l'étude. Encore une fois, dans le contexte sanitaire, on est très prudent. On étudie toutes les possibilités de pouvoir organiser cette séance de cinéma en plein air et dans les meilleures conditions de sécurité sanitaire possibles. Donc voilà pour ce rapide point d'actualité qui donnait aussi aux Auvillois un retour sur ce qui s'est passé, sur les différentes activités de l'été. Comme on n'aura pas notamment de conseil municipal au mois d'août, ça me semblait important. Voilà. Alors, je vais juste boire un petit verre d'eau quand même. Excusez-moi. Du coup, on va pouvoir démarrer les différents points qui sont à l'ordre du jour. Au préalable, je vous propose donc de vous proposer, Oui, monsieur. Je voudrais juste intervenir sur les opérations. Je vous en prie, allez-y. Sur les opérations donc où il y a animation de cet été. Je voulais surtout remercier l'ensemble de l'équipe précédente et les services municipaux qui, dans les conditions assez particulières, ont mis en place ces animations. Et bien évidemment, ces animations ne n'ont pas été montées durant les 8 derniers jours. Merci pour votre intervention et en effet, on peut remercier les services techniques et également l'équipe précédente pour cette animation de l'été qu'on aura à cœur de sécuriser, de déployer, le cas échéant d'accompagner s'il y a besoin d'avoir des animations complètes, complémentaires. Alors donc je vous propose d'adopter le procès-verbal de la séance du 14 mai 2020, donc qui s'est déroulé en visioconférence. C'est bon pour tout le monde pour ce point, donc je ne sais pas qui s'abstient. Ah, oui, une question. Oui, pardon. Madame Bellala, allez-y. Oui, mais je vous remercie, monsieur le maire. Simplement une explication de vote. Donc, nous allons voter contre ce PV du 14 mai. Juste une remarque, il y a plusieurs points à l'ordre du jour ce soir qui relèvent en fait de la précédente mandature. Donc on demande à des élus ce soir d'adopter un PV pour une séance à laquelle ils n'ont en fait pas participé. Je me permets juste de faire la remarque. Donc nous allons voter contre ce PV. Comme nous votions avec le groupe Oui Ensemble systématiquement contre le PV, car il n'y figure pas les verbatim des échanges, malgré des demandes répétées durant tout le mandat. Or, nous savons que le verbatim apparaît par exemple dans les comptes rendus du conseil municipal de Sartrouville et bien évidemment par exemple aussi sur celui de l'intercommunalité. Donc nous voterons contre ce PV. Je vous remercie. Merci. C'est une réflexion sur le verbatim d'ailleurs que nous menons actuellement pour savoir comment on vient compléter l'information et la rendre la plus transparente possible à l'avenir. Donc je repropose par rapport au procès verbal de la séance du 14 mai, donc qui s'abstient ? Qui vote contre ? Donc qui est pour ? C'est adopté. Alors, je vous propose également d'adopter le procès-verbal de la séance du 5 juillet 2020, portant notamment élection du maire et de ses 11 adjoints. Qui s'abstient ? Ah, une prise de parole, monsieur Maigret. S'il vous plaît, je voudrais prendre la parole, oui. Donc, concernant cette adoption du procès-verbal, nous déplorons que ne soient pas annexées à ce procès-verbal les interventions, votre discours du 5 juillet, ainsi que les interventions de monsieur Joly et de moi-même. Ça pourrait être fait. Je vous remercie.
Ok, donc du coup, bon, merci pour cette intervention. On avait en effet, la convocation a été très rapide dans l'élaboration de ce deuxième conseil municipal, donc ça peut expliquer peut-être que logistiquement on n'est pas joint les discours et les prises de parole des uns et des autres. Comme on ne retranscrit pas les prises de parole, il faut forcément fournir après le document quand il y a un discours, ça peut s'expliquer comme ça. Donc du coup, je repropose d'adopter le procès-verbal de la séance du 5 juillet, donc qui s'abstient? Alors, il y a deux questions. Donc, j'ai Monsieur Bastide, si je ne me trompe pas, et Monsieur Cadiou par la suite. Monsieur Bastide? Oui, bonsoir. Nous pensons que les Auvilloises et les Auvillois aimeraient savoir, Monsieur le maire, si vous serez durant ce mandat un maire à plein temps, ou bien si vous conserverez quelques activités lucratives par ailleurs. Nous avons aussi une autre question. Nous aimerions savoir qui a payé la lettre envoyée par Monsieur Joly à toutes les électrices et tous les électeurs de Houille, lettre en tête de la mairie qui est datée du 30 juin. Merci. Donc oui, je serai un maire à plein temps. Et oui, la lettre envoyée par Monsieur Joly était payée par les Auvillois. Monsieur Cadiou? Oui, excusez-moi, je reviens sur le point précédent. Vous vous engagez à ce que lors du prochain compte-rendu apparaissent les verbatims de messieurs Maigret et messieurs Joly? Donc vous parlez de leur discours? Oui. On peut tout à fait remettre les discours. Hein. Vous les avez eus? Donc vous nous les transmettez, parce que vraiment on ne va pas reprendre, on n'a pas encore adopté... Je pense que vous devez les avoir par enregistrement. A priori on ne les a pas. C'est pour nous éviter en fait de les retranscrire de l'enregistrement. Si vous les aviez sur un fichier numérique, ça facilitera le travail de tous les services. Très bien. Donc envoyez-les nous, il n'y a pas de souci. Monsieur Joly a demandé la parole. Je vous en prie. Oui, simplement pour répondre en ce qui concerne le courrier qui est parti le vendredi, qui a été fait le jeudi avant effectivement l'élection. Il me semble tout à fait courtois et normal, puisqu'il n'y avait pas de... Certains font un bulletin officiel, un Auvillois spécial. Il me semblait tout à fait normal, par courtoisie, de rendre compte et de faire en fin de mandat, en toute fin de mandat, un compte-rendu succinct du travail qui a été fait et qui va servir aux Auvillois. Ça me semble la moindre des corrections et je ne trouve pas ça exagéré au bout de 25 ans que d'avoir cette courtoisie vis-à-vis des Auvillois, surtout qu'elle n'était pas polémique, qu'elle n'était que factuelle. Donc pour ma part, en tant que nouveau maire élu, j'écrirai également aux habitants. On va plutôt en revanche privilégier une solution de boitage et pas d'affranchissement, pour éviter soit un afflux de courriers. Si on prend la liste électorale, plusieurs personnes dans le foyer vont recevoir en plusieurs exemplaires, enfin ils vont recevoir chacun un exemplaire, on peut avoir des foyers avec du coup 4 personnes inscrites. Donc j'écrirai aux habitants également, avec certainement une distribution en boitage. Donc on en était à l'adoption du procès-verbal de la séance du 5 juillet 2020, portant notamment l'élection du maire et de ses 11 adjoints. Qui s'abstient? Qui est contre? Donc adopté, à l'unanimité. Donc je vous propose d'aborder le point sur le relevé de décision. Donc concernant le relevé des décisions prises par le maire sortant, Alexandre Joly, entre le 14 mai 2020 et le 25 juin 2020, est-ce que vous avez des observations? Oui, Madame Bellala. Oui, je vous remercie. Ma question porte sur le point 20-197 et le manager de commerce. Donc via le dossier du relevé de décision qui est consultable en mairie, nous avons donc vu que le 24 juin 2020, une décision a été rendue par le maire sortant. Il s'agit de signer un contrat de prestation de service avec un manager de commerce et le contrat engage, sauf erreur de ma part, la commune pour la période de juin 2020 à juin 2021 pour une enveloppe prévisionnelle de 26 000 €. Pouvez-vous nous dire, monsieur le maire, ce que va devenir ce projet de prestation de service? Je vous remercie. Donc, comme vous le savez, le Covid-19 a fortement frappé nos commerces, nos commerçants. Donc il est évidemment important qu'au niveau de la ville, alors que nous n'avons pas spécifiquement
de compétences en matière économique dans les services, il est important pour la ville de se doter d'une compétence qui nous permette d'agir en la matière. Le manager de commerce faisait partie du projet que j'ai porté et pour lequel j'ai été élu avec la majorité municipale. Donc c'est un point sur lequel il n'y a pas beaucoup de débat. Pour moi, il y a une forte utilité à avoir cette compétence au service de la commune. Après, concernant la prestation signée, en effet, quelques jours avant le second tour, on se réserve le droit, bien évidemment, dans le cadre d'un échange avec le professionnel désigné, de poursuivre ou pas la collaboration, de faire appel à ces services. Il me semble important qu'en tant que nouvelle équipe, on puisse, sur des points aussi importants, définir nous-mêmes un cahier des charges et donc, du coup, orienter soit les travaux du professionnel. En tous les cas, en l'état actuel des choses, je vais rencontrer la personne qui a été bénéficiaire finalement de cette prestation votée et adoptée par la précédente équipe. Mais en l'état actuel des connaissances que j'ai sur le dossier pour lequel il était sélectionné, cela ne me semble pas satisfaisant sur le cadre de ces missions, les objectifs de ces missions, mais également la densité finalement de l'analyse économique qui est faite du tissu commerçant. Il y a en effet des choses à revoir en ce domaine. Monsieur Joly, s'il vous plaît. Oui, j'attendais pas un autre discours. C'est normal. Je voudrais quand même dire la réalité des choses et le remettre dans la configuration, puisqu'il y a eu un courrier fort désagréable qui a été distribué largement aux Auvillois, mettant en cause la façon dont avait été géré le Covid. Je me suis aperçu que par voie de presse, vous aviez, vous, remercié ce qui s'était passé pendant le Covid, et j'ai trouvé ça relativement méprisant, ou du moins, que ça soit d'ailleurs pas que pour les élus, pour les services, parce qu'on a été dans les premiers à réagir sur un certain nombre de points, et je n'ai pas caché tout le travail qui était fait au fur et à mesure sur Facebook. Et le travail qui a été fait, c'est un devis qui date du 1er avril. Donc remettez la date de mi-mars en ce qui concerne ce qui avait été décidé par l'État comme état sanitaire. Nous avons tout de suite travaillé, et à partir d'ailleurs, et pour faire ce devis, on a travaillé avec l'association des commerçants et l'association des commerçants du marché. Et c'est un prestataire qui travaillait avec satisfaction sur la ville de Sartrouville. Alors on peut toujours améliorer, faire différent, mais je crois que effectivement, ça faisait partie d'un travail. D'ailleurs, vous avez 60 ou 70 000 masques qui viennent d'arriver, qui ont été dans les premiers commandés, mais qui étaient bloqués puisque c'est une entreprise française. Et là, vous avez à peu près 100 000 masques de réserve au cas où il y ait recrudescence, et ce, dans l'intérêt des Auvillois, puisque j'entends partout dire qu'il y a des possibilités et qu'il serait bon d'avoir quelques réserves. Donc nous sommes heureux d'avoir participé, et vous avez ces réserves dans l'intérêt des Auvillois. Merci. Merci pour votre intervention. Donc du coup, je vais continuer. Est-ce qu'il y a d'autres observations sur le relevé de décision? C'est bon? Alors, je vous propose d'attaquer le point numéro 1 de l'ordre du jour, portant sur les indemnités des fonctions des élus. Donc il convient, suite au conseil d'installation du 5 juillet 2020, d'instituer en faveur du maire, des adjoints, des conseillers municipaux ayant reçu délégation du maire et des autres conseillers municipaux une enveloppe indemnitaire calculée comme suit. Donc 90% du traitement afférent à l'indice brut 1027 majoré de 15%, 11 fois 33% du traitement afférent à l'indice brut 1027 majoré de 15%. Donc l'enveloppe qui est mise à disposition sera répartie comme suit. Donc monsieur le maire percevra une somme égale à 84,5% du traitement afférent à l'indice. Les 11 adjoints percevront une somme égale à 23,41%. Les conseillers municipaux ayant reçu délégation du maire dans la limite de 5 percevront une somme égale à 10,36%. Et les autres conseillers municipaux percevront une somme égale à 2,69% du traitement afférent à l'indice. Vous avez donc communiqué ce que ça représente, parce que bon, là ça peut paraître un petit peu abstrait.
Donc vous avez l'enveloppe indemnitaire donc qui représente 17 618 euros et 98 centimes. Et donc vous avez le détail, donc ce qui fait une indemnité mensuelle brute donc pour le maire de 3 286 euros et 54 centimes. Pour les maires adjoints, donc de 910 euros et 51 centimes en brut. Pour les conseillers municipaux délégués, de 402 euros et 94 centimes. Et pour le conseiller municipal, de 104 euros et 62 centimes. Donc voilà un petit peu le fruit de la répartition, sachant qu'on a une baisse des indemnités d'élus par rapport à la précédente mandature, du fait que la ville a perdu en fait une surcote, elle n'est plus dans le cadre DSU, donc c'est une dotation de solidarité urbaine, elle ne bénéficie plus d'une surcote de son enveloppe indemnitaire qui était de 15%. On a déjà 15% parce qu'on est chef-lieu de canton, et on avait une surcote de plus de 15% qui s'ajoutait parce qu'on avait une DSU, une dotation de solidarité urbaine sur la ville. Donc on a perdu cette DSU en 2015, ce qui donne une baisse des indemnités par rapport à la mandature précédente. Il faut savoir aussi que j'ai choisi donc de baisser mon indemnité de maire. Donc en net, en brut, j'ai retiré 200 euros par mois de mon indemnité de maire pour pouvoir en fait rehausser l'indemnité des conseils municipaux. Parce que je trouve que c'était quand même assez faible du coup par rapport à la baisse de l'enveloppe globale. Donc voilà. Donc j'ai pris sur mon indemnité pour donner aux conseillers municipaux, donc hors délégués et adjoints. Est-ce qu'il y a des observations sur ce point? Oui, Monsieur Joly, vous avez la parole. Oui, simplement, très bien, et merci de reprendre ce dispositif qui permet au moins aux conseillers de payer leurs frais. Pour des raisons personnelles, je vous demande de ne toucher plus aucune, je dis bien pour des raisons personnelles, on votera ce point, je demande à titre personnel à ne plus toucher aucune indemnité de la part de la collectivité locale. Très bien, c'est bien noté. Et s'il y a d'autres observations, sinon on peut procéder au vote. Alors qui s'abstient? Qui est contre? Adopté à l'unanimité. Alors le point numéro 2 de l'ordre du jour porte sur les ressources humaines. Donc je vais passer la parole à Monsieur Hérault qui va porter ce point. Je lui passe le micro par la même occasion. Tu n'as pas besoin de trop te rapprocher, non, c'est assez efficace. Bonsoir à toutes et à tous. Donc il est proposé de procéder à la révision du tableau des effectifs avec la création des postes suivants. Donc ça entre dans le cadre des avancements de grade pour les agents au titre de l'année 2020. Donc 3 postes d'adjoint administratif principal de première classe, 2 postes d'agent de maîtrise principale, 1 poste d'adjoint d'administration principale de première classe, 1 poste d'agent social principal de deuxième classe, 5 postes d'ADSEM principal de première classe, 1 poste d'auxiliaire de puériculture principale de première classe, 1 poste de puéricultrice hors classe, 1 poste d'éducateur de jeunes enfants de classe exceptionnelle, 1 poste d'assistant socio-éducatif de classe exceptionnelle, 1 poste d'éducateur des APS principales de première classe. Et vous avez à la suite de la délibération les dates d'effet donc au 1er juillet 2020 et les évolutions d'effectifs afférentes. Merci. Est-ce qu'il y a des observations? Oui, Monsieur Joly. Oui, non, simplement pour dire bien sûr que l'on votera puisque c'est gestion qui était sur le mandat précédent. C'est un travail, et là je m'adresse, puisque vous le savez certainement, je m'adresse à ceux qui regardent cette séance en direct ou en différé, simplement pour dire que ce n'est pas forcément des augmentations du nombre de personnes, mais ce sont des évolutions de carrière la plupart du temps, et il y a une période de l'année où on retire un certain nombre de postes, c'est-à-dire lorsque quelqu'un passe d'un poste à un poste supérieur, le poste précédent est retiré, ce qu'on appelle une sorte de toilettage des effectifs, même si le mot n'est pas propre, je pense que la compréhension
et bonne. Merci. Y a-t-il d'autres observations? Non, je vous propose de passer au vote. Alors, qui s'abstient? Qui est contre? Adopté à l'unanimité. Alors, point numéro 3 donc de l'ordre du jour, le remboursement au prorata des cours non réalisés en présentiel de l'atelier 12 et du conservatoire en raison de la crise sanitaire du Covid-19. Je vais passer la parole à Monsieur Lemaître, qui est rapporteur de ce point, et des points d'ailleurs suivants. Mais je reprendrai la parole en intermédiaire. Monsieur Lemaître. Donc, dans le cadre de la crise sanitaire du Covid-19, les équipements culturels de la ville ont dû être fermés au public. Le conservatoire et l'atelier 12 ont donc été amenés à suspendre leurs cours en présentiel. Donc, des propositions alternatives ont été mises en place rapidement, cours en ligne, mail, avec lien de découverte, consignes pédagogiques à réaliser chez soi. Donc, il est envisagé de rembourser au prorata les élèves inscrits au cours de l'atelier 12 et au conservatoire pour la période du 14 mars au 2 juin 2020. Le calcul de ces remboursements est basé sur le coût au prorata des semaines sans cours en présentiel, temps de congés scolaires déduits. Conformément au règlement intérieur des deux équipements, les frais d'inscription, 25 €, ne seront pas remboursés. Ainsi, le remboursement des cours de l'atelier 12 est estimé à 26 767 € et celui des cours du conservatoire est estimé à 76 114 €. Compte tenu de ces éléments, il est proposé aux membres de l'Assemblée délibérante d'acter le remboursement au prorata des élèves inscrits au cours de l'atelier 12 et au conservatoire pour la période du 14 mars au 2 juin 2020. Voilà, les crédits nécessaires sont couverts au budget 2020. Est-ce qu'il y a des observations sur ce point? Je propose de passer au vote. Qui s'abstient? Qui est contre? Qui est pour? À l'unanimité. Donc, point numéro 4, toujours porté par Monsieur Lemaître, donc, à qui je laisse de nouveau la parole. Alors, vu l'identité de valeur entre le compte administratif de l'ordonnateur et le compte de gestion du comptable public, il vous est proposé, conformément aux dispositions de l'article L21, 2121-31 du Code général des collectivités territoriales, d'approuver par la présente délibération le compte de gestion produit par le comptable assignataire de la ville pour l'exercice 2019. Voilà, je précise qu'on retrouve évidemment les mêmes résultats dans le compte administratif et dans le compte de gestion. S'il y a des observations sur ce point, passons donc au vote. Qui s'abstient? Qui est contre? Adopté à l'unanimité. Alors, je sais, il y a une présentation qui est prévue, je ne sais pas à quel point tu veux la projeter. C'est là, normalement c'est ce point-là, non? Il est là, ça va. Point numéro 5, donc le point numéro 5 donc, de l'ordre du jour, c'est le compte administratif 2019. La présentation du compte administratif, voilà. Donc je te relaisse la parole. Alors je vous remercie. La présentation que je vais vous faire a été faite en collaboration avec les services municipaux, et notamment le DGA, M. Bongers. Je vous rappelle que l'ordonnateur, le maire, rend compte annuellement des opérations budgétaires qu'il a exécutées. Donc, à la clôture de l'exercice budgétaire qui intervient au 31 janvier de l'année N+1, il établit le compte administratif du budget principal ainsi que les comptes administratifs correspondant aux différents budgets annexes. Donc là, on en a un, c'est le compte assainissement. Donc, le compte administratif rapproche les prévisions ou autorisations inscrites au budget. Donc, budget primitif, il y a un budget supplémentaire, plus éventuellement des décisions modificatives. Donc, des réalisations effectives en dépenses, voilà, et en recettes. Et il présente les résultats comptables de l'entreprise, enfin de l'exercice, pardon. Premier lapsus. C'est pas le dernier. Donc, le budget, pour rappel, est divisé en deux sections. La section de fonctionnement, qui regroupe l'ensemble des dépenses courantes et ordinaires qui doivent être couvertes par des recettes régulières et permanentes, et la section d'investissement qui regroupe quant à elle les opérations qui contribuent à accroître ou à diminuer la valeur du patrimoine de la collectivité. Voilà. Donc là, vous pouvez voir deux tableaux qui représentent les principaux comptes agrégés du budget principal, c'est-à-dire la section de fonctionnement du budget principal. Voilà. Donc vous avez en haut le tableau des recettes réelles de fonctionnement. Alors ce que j'ai fait, c'est que j'ai comparé donc, les crédits qui ont été ouverts en 2019 avec les crédits réalisés, ça c'est la deuxième colonne à chaque fois, le taux de réalisation
parce que finalement c'est ça qu'on regarde normalement lors de l'analyse du compte administratif. Pour rappel, parce qu'on a l'habitude de le faire, et vous l'avez dans la présentation, un rappel des crédits réalisés en 2018, en faisant attention parce que vous pouvez avoir des modifications de périmètre entre 2018 et 2019. Donc je vais vous en donner un exemple concret pour les recettes réelles de fonctionnement. Donc vous avez effectivement, je me suis rendu compte que les droits de stationnement pour environ 300 000 € ont été déplacés du compte impôts et taxes, vers 73, vers les produits et services. Et c'est pour ça que du coup, les recettes produits et services augmentent fortement. En fait, si on enlevait ces autres droits de stationnement, la hausse ne serait que de 1,7%. Et donc de 3,38% pour les impôts et taxes, en corollaire le de 18%. Alors maintenant, pour revenir sur le taux de réalisation, il est de 99,82% pour les produits et services, de 103,71% pour les impôts et taxes. Alors au niveau des impôts et taxes, c'est surtout l'augmentation des produits liés à la fiscalité des ménages qui sont à noter. Alors j'ai cherché une explication, c'est lié vraiment à l'augmentation des bases. Il n'y a pas eu de hausse d'impôt décidée l'an dernier, pas l'an dernier en tout cas, et donc il y a un retour, on m'a expliqué que c'était un retour en base de biens qui avaient été jusqu'à maintenant exonérés, notamment pour la taxe d'habitation, pour laquelle la base a augmenté de 5%. Je dois vous dire que je n'ai pas plus creusé. Voilà. Donc, au niveau des dotations et participations provenant des autres niveaux administratifs, elles ont moins diminué que ce qui avait été estimé à l'origine par rapport au crédit qui était ouvert, donc par rapport au réalisé 2018. Notamment parce qu'il y a eu des compensations d'exonération de taxes d'habitation plus élevées que prévu. Là, on parle des exonérations hors réforme Macron. Et il y a une plus forte participation de la CAF au financement de la petite enfance. Voilà. Donc pour les recettes, pour les dépenses, dépenses réelles, il y a une réalisation, il y a un taux de réalisation qui est plutôt faible des charges à caractère général. Donc on a prévu avec M. Bongers de regarder un petit peu les budgets pour voir quels sont les budgets qui ne sont pas mobilisés de manière exceptionnelle ou plus régulière, pour voir s'il y a lieu la prochaine fois, ou dans le cadre du prochain budget primitif, de revoir un petit peu ces budgets. Donc il y a un taux de réalisation de 97% pour le personnel. Voilà pour les principaux postes des dépenses de fonctionnement. Voilà. Alors au niveau des recettes d'investissement, alors là on parle bien des recettes réelles par contre, parce que évidemment le budget d'investissement se finance largement par des transferts d'ordre issus des excédents de gestion. Vous avez un taux de réalisation de 83% pour les subventions d'investissement. Alors ça peut être révélateur du fait tout simplement que les projets d'investissement n'ont pas avancé en 2019 aussi vite que possible. En fait, on va voir qu'ils étaient tout simplement aussi très importants. Voilà. Et au niveau des subventions, il y a eu quelques gros investissements cette année qui nous permettaient de donner droit à des subventions écoles ou gymnases, voilà, en 2019. Donc au niveau des dépenses, donc évidemment le principal de la dette a été remboursé comme convenu. Il y a un taux de réalisation de 99%. C'est assez prévisible. Alors au niveau des dépenses d'équipement, le taux de réalisation il est de 54% seulement.
Alors ça ne s'explique pas par une faiblesse de l'investissement en 2019, parce que finalement, près de 12 millions d'investissements, c'est une somme importante, en regard, par exemple, des autres années du mandat. 2017 avait été une belle année, 2014 aussi, mais les autres années étaient plus faibles, donc c'est pas ce qui est choquant, mais tout simplement parce que on avait inscrit énormément de crédits au budget 2019. 21 millions, 22 millions, c'est une somme extrêmement importante par rapport peut-être à ce que les services sont capables de réaliser sur une année. Donc là, il y a peut-être quelque chose à penser pour l'avenir dans la manière de replanifier ces différentes réalisations et de mesurer cette planification dans le budget d'investissement. Il y a peut-être quelque chose à faire, une réflexion à mener dans ce sens-là. Alors du coup, il y a un reste à réaliser qui est extrêmement important, sur 7,4 millions, beaucoup plus important que les autres années. Donc ce sont des sommes, en fait c'est des dépenses qui sont engagées soit par la signature d'un bon de commande, d'un contrat ou d'un marché public, et qui donc vont être reportées sur l'année 2020, sont reportées sur l'année 2020. Voilà, donc on va prendre une décision tout à l'heure. Et vous verrez l'impact que ça a, effectivement, en termes de répartition du résultat du compte administratif. Voilà. Alors, au niveau des résultats de l'exercice, donc on a un résultat de fonctionnement de l'exercice qui est de 3 500 000 euros. J'ai noté entre parenthèses une épargne de gestion qui est hors recettes exceptionnelles et avant le transfert d'ordre, le transfert vers la section d'investissement, qui est de 6,2 millions d'euros, voilà, qui est tout à fait correct, mais qui est à mettre en regard des investissements qu'on devra faire dans le futur, et donc à surveiller. Il faut qu'on conserve une épargne de gestion importante, voire qu'on la développe dans les prochaines années, si on veut pouvoir réaliser les investissements qui sont nécessaires pour la ville. Le résultat d'investissement de l'exercice, il est de moins 4 millions d'euros. Le résultat global de l'exercice, il est de moins 639 000 euros. Alors, il convient d'agréger ces montants avec les résultats à la clôture de l'exercice 2018, ce qu'on dit les résultats cumulés. Le résultat de fonctionnement était à l'époque de 9,9 millions d'euros. Le résultat d'investissement à la clôture 2018 était de 3,8 millions d'euros. Et le résultat global était de 13,8 millions d'euros. Bon, je vous passe les chiffres, mais on passe de 13,8 millions à 13,1 millions d'euros, sachant qu'on a ce fameux reste à réaliser de près de 8 millions d'euros quand même dont il va falloir tenir compte, qui est reporté donc sur l'exercice, sur le budget 2020. Voilà. Qui sera reporté dans la section investissement sous forme d'excédent de fonctionnement capitalisé. Voilà. Quelques mots. Ah oui, alors excusez-moi. Je suis désolé, ça me passionne tellement les chiffres. J'espère que vous aussi d'ailleurs, parce vous allez en voir pendant quelques années. Alors, l'évolution de la dette, je tenais quand même à le préciser parce que c'est important de connaître l'état de la dette. Lorsqu'on va envisager des investissements futurs, on emprunte pour investir. Donc la dette est à 10,4 millions d'euros. J'ai calculé, on calcule la capacité de désendettement. C'est un ratio qui rapporte le montant de la dette sur l'épargne brute. C'est-à-dire, on va en gros faire en très gros l'excédent de gestion. En simplifiant, je dirais que c'est l'excédent de gestion. Et donc, on est à peu près, il faut à peu près, avec l'excédent de gestion, à peu près 2 années pour rembourser la dette, ce qui est extrêmement peu. On commence à vraiment s'inquiéter quand ce ratio atteint 8%, et 8 années, pardon, et une mairie est considérée comme en faillite quand il atteint 15 années. Voilà. On essaiera de jamais monter à ces deux taux. Voilà. Donc ça, c'était pour finir. Et pour finir, juste, je vous donne les résultats d'exécution
du budget annexe. Alors, ce n'est pas d'investissement, c'est d'assainissement. Donc, le résultat de fonctionnement de l'exercice ressort à moins 132 000 euros, le résultat d'investissement à 281 000 euros, le résultat global de l'exercice donc est à 149 000 euros. Compte tenu des résultats de la clôture de l'exercice, les résultats de clôture de l'exercice à la clôture de l'exercice 2018, les résultats de clôture de l'exercice 2019 s'établissent comme suit. Résultat de fonctionnement donc cumulé 239 000 euros, résultat d'investissement 1 095 000 euros et résultat global de clôture 1 333 000 euros. Voilà. Je vous remercie pour votre attention. Je pense qu'on doit... Merci pour cette présentation la plus claire possible. Il y a un gros enjeu, bien évidemment, pour nous-mêmes, conseil municipal, comme citoyens aux Villois, de comprendre les enjeux de la gestion financière d'une commune. Donc c'est vrai qu'il faut qu'on fasse un effort, et je pense qu'on a commencé un petit peu à le faire avec cette volonté de présenter des chiffres. Il faut qu'on fasse un effort de pédagogie entre nous, mais également vis-à-vis de la population, pour essayer de rendre un peu moins aride une présentation financière communale. Tout le monde, en effet, ne connaît pas forcément le fonctionnement en budget, en prévisionnel et en réalisé, parce que ce n'est pas le même fonctionnement qu'une comptabilité forcément privée ou d'entreprise. Donc c'est très important qu'on réussisse à transmettre des clés de compréhension pour nous-mêmes, pour le conseil municipal, mais également pour les citoyens. Donc on a fait une première tentative de projection. La configuration de la salle ne nous aide pas beaucoup à vous donner accès à cette projection. Donc on veillera à voir si on peut rajouter soit une surface de projection, soit un jour quand on récupérera la salle pour, dans son format normal, pouvoir projeter le plus possible ces infographies. On verra comment on peut déployer des infographies sur des indicateurs clés ou des chiffres clés, voilà, un peu moins denses, et pouvoir aussi les diffuser en direct via le live Facebook. Soit, bon là on a filmé du coup la projection, mais on peut tout à fait intégrer dans le flux vidéo des animations pour que lorsqu'on parle de chiffres, les citoyens aient en face le tableau qui les illustre et que ça rende beaucoup plus dynamique la compréhension de ce type d'informations. Donc du coup d'ailleurs sur l'assainissement ça fera l'objet des points suivants, mais la présentation aura été faite. Donc du coup je reprends le point 5 de l'ordre du jour. Est-ce qu'il y a des observations sur ce point ? Ah, Monsieur Joly, une intervention, je vous en prie. Oui, tout d'abord, je vous rappelle que pendant le vote, je vais sortir, puisque ce sont les comptes du maire précédent qui sont là en cause. Donc je dois sortir, c'est la règle. Mais avant, je voudrais quand même dire que la démonstration qui vient d'être faite est la réalité des choses, sauf quant aux réflexions qui entourent le budget. Il faut quand même savoir qu'il est tout à fait normal qu'il y ait des restes à réaliser, puisque lorsque vous engagez des travaux d'un bâtiment qui doit se construire sur plusieurs années, vous devez dès le départ prouver, pour que les comptes soient sincères, que vous pouvez financer l'ensemble de l'opération. Donc c'est tout à fait normal que d'une année sur l'autre, vous ayez un report financier, et donc les restes à réaliser sont une bonne chose. Ce qui est à regarder dans le cas de figure, c'est le plan pluriannuel d'investissement, dans lequel vous avez effectivement l'ensemble des chiffres sur plusieurs années, et en même temps, ça vous permet, lorsqu'il y a du retard, par exemple, de prix sur un chantier, et sur un gros chantier, c'est des choses qui sont possibles, ne serait-ce que là, avec Covid-19, c'est-à-dire la place du 14 juillet, dont l'appel d'offres devait être lancé, a été retardé, que le gymnase, les travaux ont été arrêtés, eh bien, vous vous retrouvez avec des retards qui vont impacter le projet qui a déjà été mis dans les tuyaux, puisque si vous voulez toucher les subventions, notamment de la région, du département, vous devez avoir terminé les opérations qui vous ont fait avoir le contrat précédent, sauf quand il y a des subventions spécifiques. Donc c'est un travail tout à fait normal. Moi, je voudrais remercier les services et remercier Jean-François Sirot et l'ensemble des équipes précédentes, car le budget est un bon budget, et c'est la raison pour laquelle j'ai demandé d'abord que la Chambre régionale des comptes fasse comme elle l'a fait à chaque fois, et j'avais mis pendant la campagne les propos du dernier rapport de la Chambre régionale des comptes
qui nous félicitait de la façon dont on avait relevé, non seulement relevé les finances de la commune, mais dont nous prévoyons l'avenir. Lorsque l'on voit qu'il y a eu 13 millions d'euros d'investissement, la marge d'autofinancement n'est pas de 6 millions, puisque vous verrez que dans les investissements, vous avez à peu près 3 millions avant même de commencer n'importe quels travaux, et que plus vous aurez d'investissement, plus vous aurez de frais de fonctionnement que vous devez inclure. Plus vous augmentez les frais de fonctionnement, plus votre marge de manœuvre va se réduire, plus l'autofinancement va se réduire. C'est donc le juste équilibre et c'est la raison pour laquelle il est normal d'établir un plan pluriannuel d'investissement et je suis très fier de ce compte administratif. Merci beaucoup, Monsieur Joly. Si vous me permettez quand même, c'est un élément important, s'il vous plaît. D'accord, je pensais que vous aviez terminé, pardon. Pardon ? Allez-y. Je pensais que vous aviez terminé le point. Presque. Hein. Simplement dire que c'est, en termes de finances, un document important qui, en réalité, permet le débat, mais le vrai débat se passe lors du débat d'orientation budgétaire et lors du budget primitif. Là, c'est la carte postale de ce qui a été réalisé et ce que vous avez voté avant. Là, vous le savez certainement, mais je m'adresse à ceux qui regardent le Conseil. C'est simplement, et pourquoi on vote le compte de gestion avant, c'est que la trésorière a regardé les comptes, ils sont sincères, c'est-à-dire que les engagements correspondent bien aux sommes qui ont été engagées dans les prérogatives du maire et de son conseil, que tout a été fait dans les règles, et aujourd'hui c'est la carte postale de ce qui a été fait que l'on demande de voter, et non pas un débat sur les prochains projets. Merci. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres observations? Oui, Madame Bellala. Je vous remercie. Je le rappelais tout à l'heure, en fait, nous avons donc ce soir à l'ordre du jour plusieurs points qui en fait relèvent de la mandature précédente, et bien évidemment c'est le cas pour ce compte administratif. Ne connaissant pas par cœur l'histoire de la politique auvilloise, je me demande s'il n'y a pas quand même une situation inédite, c'est que c'est le nouveau maire qui présente à l'ordre du jour du conseil municipal le compte administratif relevant en réalité de son prédécesseur. Et faire un rappel aussi, puis une explication de vote. Lors du mandat précédent, le groupe d'opposition Oui Ensemble, dont je faisais partie, relevait chaque année les mêmes caractéristiques de la gestion budgétaire de l'équipe idée commune. Présentation en année N lors du budget primitif d'investissement conséquent. Et là, Monsieur le Maître l'a rappelé, les enveloppes d'investissement étaient généralement conséquentes. Et donc, on annonçait des investissements et des projets qui étaient attendus par les Auvillois et correspondant à des engagements de l'équipe municipale, pour annoncer en vérité en année N+1, lors du vote du compte administratif, que nombre d'investissements promis n'avaient finalement pas été réalisés. J'ai bien entendu que Monsieur le Maître y voit peut-être trop de prévisions par rapport à la capacité à faire réel des services. C'est une interprétation. D'année en année, des projets ont été ainsi reportés et les financements correspondants reportés également, dans une logique que nous qualifions de thésaurisation. Donc on mettait chaque année de l'argent de côté, alors que le manque d'équipement de cette commune devenait de plus en plus criant. Le compte administratif 2019 est dans la même veine. L'an dernier, nous avions 20 millions d'euros prévus. Nous en avons dépensé 13 millions. 7 millions reportés, 7 millions dégagés de la section de fonctionnement. Cela nous donne, sauf erreur, une enveloppe de 12 millions, une manne financière, diraient certains, qui va être à la disposition du nouvel exécutif. Je vous remercie. Merci pour votre prise de parole. Donc, en effet, gouverner, c'est prévoir, et pour prévoir, il faut chiffrer, et il faut projeter dans le temps les différents investissements qu'une commune doit réaliser. On a des gros enjeux à Houilles, la population a de fortes attentes en termes d'équipement, en termes de fonctionnement, en termes de services et de qualité de service. Je pense qu'il est très important, et c'est le devoir de toute municipalité, en effet, de projeter dans le temps ses capacités à investir. Il y aura un débat extrêmement important sur on appelle ça dans le jargon municipal, le plan pluriannuel d'investissement, qui nous permettra de montrer en toute transparence et nous-mêmes de calculer les capacités d'investissement de la commune et de pouvoir le partager aussi avec l'ensemble des habitants, de montrer comment, en ayant une gestion saine, on arrive à répondre à leurs besoins et à en quelque sorte bâtir les équipements nécessaires au fonctionnement de notre ville.
Alors, je pense que chacun a pu exprimer son point de vue. Non, mais excusez-moi, je veux dire, c'est le compte administratif. Alors, non, s'il vous je plaît, suis le maire et je dois répondre. Oui, mais il y a une personne qui donne la parole, c'est moi. Donc, oui, mais j'ai levé la main, vous coupiez. Je vous propose juste de faire un petit retour synthétique parce que je pense que chacun a pu développer son point de vue, c'était très intéressant. Donc si vous avez un petit retour synthétique pour qu'on puisse procéder au reste de l'ordre du jour, s'il vous plaît. Oui, je veux dire, au-delà, d'abord, je veux dire, c'est le compte administratif et effectivement, c'est une originalité puisque ce n'est pas le maire dont le compte administratif est présenté qui le défend. Ça serait en temps ordinaire, vous auriez tout le temps qu'il faut. Donc je demande ce même temps et je demande ce délai de réponse car il y a des mots que je ne peux pas entendre. J'ai expliqué et apparemment c'est pas compris, mais là tout le monde ne peut pas suivre les dossiers de la même façon. 13 millions d'euros d'investissement, on en reparlera dans quelques années et on verra ce qui sera fait tous les ans. C'est vraiment un investissement important par la capacité financière et qui permet de faire les projets qui sont d'ailleurs, et que je partage pour grande partie, puisque une grande partie sont les projets, et donc il fallait bien que l'on fasse ces réserves, et c'est bien le plan pluriannuel d'investissement dont on parlait. Donc les reports et les chiffres qui ont été donnés sont les bons chiffres, et c'est la raison pour laquelle je ne veux pas entendre en disant une bonne gestion, on verra la gestion que vous ferez, je n'anticipe pas, mais ne dites pas que la gestion sortante est une mauvaise gestion. Elle a été à chaque fois saluée par la Chambre régionale des comptes, qui ne sont pas tendres vis-à-vis du budget des communes. C'est la raison pour laquelle j'ai demandé, donc au-delà des mots qui ont été dits, qui sont que des vœux pieux, là il y a une réalité, 13 millions d'euros d'investissement, ça fait sur Merci pour plus vos propos. 60 J'avais millions. demandé synthétique, S'il vous plaît. Non, non, mais c'est un compte Monsieur administratif, Joly, c'est le seul fois... J'ai demandé une non, réponse mais synthétique, monsieur, s'il vous plaît. c'est le compte Vous avez pu développer administratif, votre point de vue. c'est pas neutre. Je permettrai, s'il vous plaît, qu'il n'y ait pas de censure sur le compte administratif. Je vais donc sortir pour que vous puissiez le faire voter. Donc n'oubliez pas d'envoyer également, j'adresse donc ce message à toutes les oppositions, vos tribunes pour le Villois de la rentrée. Vous pourrez du coup exprimer vos arguments et vos points de vue. Et sur le site internet. D'autres observations? Je vous propose qu'on continue à procéder. Donc en effet, Monsieur Joly, donc en tant qu'ordonnateur, a dû quitter la pièce, c'est tout à fait normal dans le cadre de ce vote. Donc, concernant le compte administratif 2019, donc je vous propose de passer au vote. Qui s'abstient? Qui vote contre? Adoption avec 3 votes contre. Ah, il y a des pouvoirs. Ah non, pardon, qui est pour? Voilà. Alors ça, si vous avez des pouvoirs, essayez de lever... Ah, là, il y en a qui connaissent ce système. Si vous avez des pouvoirs, levez les 2 bras. Et ceux qui ont 3 pouvoirs, il y a une personne. On le sait, non, c'est tout. Merci beaucoup. Alors, du coup, Monsieur Joly peut réintégrer la pièce, si je ne m'abuse. C'est bon? Donc on peut passer au point 6 donc, de l'ordre du jour, l'affectation du résultat du compte administratif. Donc je vais redonner la parole à notre cher Nicolas Lemaître, grand pédagogue des chiffres, pour qu'il rapporteur de ce point. Restons modestes. Alors, conformément au compte administratif 2019 soumis à l'approbation de l'Assemblée délibérante, les résultats d'exécution à la clôture de la gestion 2019 sont les suivants. Donc un excédent de la section de fonctionnement de 13,5 millions d'euros, je vous passe les virgules, un déficit de la section d'investissement de 360 000 euros, et donc un solde des restes réalisés dont on a déjà parlé tout à l'heure, de 7,4 millions d'euros. Voilà. Conformément aux dispositions du Code général des collectivités territoriales, le résultat excédentaire de la section d'exploitation doit être affecté en priorité à la couverture des besoins de financement de la section d'investissement. Ainsi, au regard du solde des restes à réaliser 2019 en section d'investissement, s'établissant à 7,4 millions d'euros, du déficit de la section d'investissement s'établissant à 360 000 euros, là on parle bien du cumulé,
et de l'excédent de la section de fonctionnement s'établissant à 13,5 millions d'euros, il est proposé au conseil municipal d'affecter les résultats comme suit. Donc, résultat de fonctionnement reporté, 5,7 millions. Solde d'exécution de la section d'investissement reporté, 361 000, pardon. Excédent de fonctionnement capitalisé, 7,8 millions d'euros. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, il est proposé d'adopter la présente délibération. Je la relis entièrement ou... Oui. Est-ce qu'il y a des observations? Je vous propose de passer au vote. Qui s'abstient? Qui est contre? Adopté à l'unanimité. Le point numéro 7 de l'ordre du jour, le compte des gestions 2019, budget annexe assainissement. Donc je rappelle que tout à l'heure, il y a une présentation qui a été faite en fait par tes soins sur le budget annexe assainissement, si je ne m'abuse. Oui. On a vu passer les slides, donc je te propose de pas forcément les redire, mais de lire, oui, alors, proposer les lectures du point. 7, Point numéro 7, ouais. Oui, ça c'est l'approbation du... Ouais, on a 2 points sur le budget annexe assainissement qui se suivent, le 7 et le 8. Donc une lecture à l'Assemblée et le cas échéant des observations. D'accord. Donc après cette vue fait présenter le budget primitif de l'exercice 2019, la décision modificative, les titres définitifs des créances à recouvrer, les détails des dépenses effectuées. C'est bon? Ah pardon, excusez-moi. Voilà, les bordereaux de titres de recettes, les bordereaux des mandats de compte de gestion dressés par le receveur accompagné des états de développement des comptes de tiers, ainsi que l'état de l'actif, l'état du passif, l'état des restes à recouvrer et l'état des restes à payer. Nicolas, je ne suis pas sûr que tu sois sur le point 7. Je ne suis pas sur le point 7 là? Non. Compte de gestion. Bah, budget annexe assainissement, c'est ça, non? Compte de gestion 2019. Compte de gestion, pas le compte administratif. Ah oui, excusez-moi, pardon. Je suis désolé. Compte de gestion 2019, je suis désolé. Oui, j'ai fait une erreur, effectivement. Oui, parce qu'effectivement, il y a un compte de gestion aussi pour le budget annexe. Excusez-moi. Voilà, donc considérant la régularité des opérations, statuant sur l'ensemble des opérations effectuées du 1er janvier au 31 décembre 2019, y compris celles relatives à la journée complémentaire. C'est pas encore ça, Nicolas, c'est le point numéro 7. Attendez, bon, je peux la lire sinon. Oui, bah vas-y, lis-la parce que je suis désolé. Donc, je pensais que c'était le 7 là. Vu l'identité des valeurs entre le compte administratif de l'ordonnateur et le compte de gestion du comptable public, il vous est proposé, donc conformément aux dispositions de l'article L2121-31 du Code général des collectivités territoriales, d'approuver par la présente délibération le compte de gestion produit par le comptable assignataire de la ville pour l'exercice 2019. Est-ce qu'il y a des observations sur le compte de gestion du budget annexe assainissement? C'est ça que je disais. Nous allons donc passer au vote. Qui s'abstient? Qui est contre? Adopté à l'unanimité. Est-ce que le point 8 est opérationnel? Point 8, oui. Alors par contre, il y a 2 pages à chaque fois. On est bien sur le même point là, hein? Là, c'est le compte administratif 2019. D'accord. Donc je lis la première page. D'accord. D'accord. Bah, je vous remercie pour la précision. Voilà. Donc conformément, alors compte administratif 2019, budget annexe assainissement. Conformément au Code général des collectivités territoriales, l'ordonnateur rend compte annuellement des opérations budgétaires qu'il a exécutées à la clôture de l'exercice budgétaire qui intervient au 31 janvier de l'année N+1. Il établit le compte administratif. Donc le compte administratif rapproche les prévisions autorisations inscrites au budget au niveau du chapitre ou de l'article selon les dispositions arrêtées lors du vote du budget primitif, des réalisations effectives en dépenses. Donc présente les résultats comptables de l'exercice, des sections de fonctionnement et d'investissement et de l'ensemble du budget, est soumis par l'ordonnateur pour approbation à l'Assemblée délibérante qui l'arrête définitivement par un vote avant le 30 juin de l'année qui suit la clôture de l'exercice. Le compte administratif du budget annexe assainissement conduit aux résultats suivants. Donc ça, je vous ai déjà présenté les chiffres rapidement tout à l'heure. Donc excédent de la section d'exploitation 238 000 euros, excédent de la section d'investissement 1 94 000 euros. Le compte administratif pour l'exercice 2019, dressé par Monsieur le maire, conduit au résultat de clôture suivant. Excédent de la section d'exploitation, 239 000 euros. Excédent de la section d'investissement, 1 94 000 euros. Solde des restes à réaliser, 45 000 euros. Excédent global, 1 288 000 euros. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, il est proposé d'approuver le compte administratif
du budget annexe assainissement pour l'exercice 2019. Merci. Est-ce qu'il y a des observations? Alors du coup, on doit donc Monsieur Joly, en qualité d'ordonnateur, doit se retirer au moment du vote. Alors, qui s'abstient? Qui est contre? Adopté avec 3 contre. Merci. Donc, Monsieur Joly peut réintégrer l'Assemblée. Donc je vous propose d'aborder le point numéro 9 qui sera le dernier... J'ai un double ? Ah non, le point numéro 9 tout à fait de l'ordre du jour. Affectation du résultat du compte administratif 2019, budget annexe assainissement. Ce sera le dernier point, je pense, porté par Monsieur le Maître. Il y a d'autres encore ? Donc, affectation du résultat du compte administratif, budget annexe assainissement. Donc, conformément au compte administratif 2019, soumis à l'approbation de l'Assemblée délibérante, les résultats d'exécution à la clôture de la gestion 2019 sont les suivants. Donc, un excédent de la section d'exploitation 238 000 euros, un excédent de la section d'investissement 1 094 000 euros, un solde des restes à réaliser donc de moins 45 000 euros, conformément aux dispositions du Code général des collectivités territoriales, le résultat excédentaire de la section d'exploitation doit être affecté en priorité à la couverture des besoins de financement de la section d'investissement. Ainsi, au regard du solde des restes à réaliser 2019 en section d'investissement, s'établissant à moins 45 000 euros, de l'excédent de la section d'investissement s'élevant à 1 094 000 euros et de l'excédent de la section d'exploitation s'établissant à 238 000 euros, il est proposé au conseil municipal d'affecter les résultats comme suit. Donc, résultat d'exploitation reporté 238 000 euros, solde d'exécution de la section d'investissement reporté 1 094 000 euros. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, il est proposé d'adopter la présente délibération. Est-ce qu'il y a des observations sur ce point? Je vous propose de passer au vote. Qui s'abstient? Qui est contre? Adopté à l'unanimité. Point numéro 10 de l'ordre du jour. La commission d'appel d'offres avec l'élection de ses membres. Donc, la commission d'appel d'offres est composée de son président, 5 membres titulaires et 5 membres suppléants élus au sein de l'Assemblée à la représentation proportionnelle au plus fort reste, sans panachage ni vote préférentiel. Donc, lors de la précédente réunion du conseil municipal, les conditions de dépôt de liste ont été fixées. Ainsi, il revenait aux candidats de déposer leur liste au plus tard le 10 juillet 2020 à midi à l'hôtel de ville. 3 listes ont été régulièrement déposées. Le groupe Oui la ville que j'aime propose les candidats suivants. En titulaire, Monsieur Lemaître, Monsieur Paris, Monsieur Simonin, Monsieur Battistini, Monsieur Hérault. En suppléant, Madame Collet, Madame Lelanne-Constant, Monsieur Secaille, Madame Labousse, Madame Martineau. Le groupe Idées communes propose les candidats suivants. Titulaire, Monsieur Sirot, suppléant, Monsieur Cadiou. Le groupe ACES propose les candidats suivants. Titulaire, Monsieur Maigret, suppléante, Madame Bellala. Alors, avant de procéder à la désignation des 5 membres titulaires et des 5 membres suppléants donc de la CAO, il convient de statuer sur les modalités de vote. C'est un choix important qui vous est donné ce soir, de décider ou pas le vote à main levée ou à bulletin secret. Bien évidemment, vous avez le droit de demander le bulletin secret, ça aura des conséquences logistiques évidentes, ça va être un peu plus long, donc je vous invite fortement à choisir le vote à main levée, mais je vous pose la question, est-ce que vous acceptez le vote à main levée? Personne ne s'y oppose? Très bien. Alors, du coup, alors oui, il ne faut pas oublier quand même ceux qui ont les procurations de bien lever les mains, on va compter les voix. Donc du coup, suite aux différentes listes... Oui, c'est ça. Donc, qui s'abstient déjà par rapport au scrutin? Qui vote pour la liste « Oui, la ville que j'aime » ? Alors, ah oui, il ne faut pas que j'oublie de compter. Compter ? C'est bon? Vous avez les pouvoirs. Qui vote pour la liste Idées communes? C'est bon. Idées communes.
7. Qui vote pour la liste ACES? Donc 3. 3 voix. Pardon. Oui, donc on est en train de calculer la représentation en fait proportionnelle au plus fort reste. D'accord. Donc ce qui nous fait donc 4 sièges pour la liste Ouille la ville que j'aime et 1 siège pour la liste Idées communes. Alors le point 11. Alors il y a une prise de parole. Monsieur Maigret. Nous constatons donc que nous ne siégerons pas à cette commission d'appel d'offres et après ce vote où nous faisons ce constat, nous demandons donc pour qu'il y ait une représentation qui soit quand même démocratique, que nous puissions malgré tout assister à ces réunions, aux réunions de cette commission et recevoir les documents correspondants. Donc on va étudier votre demande. Là, c'est vrai qu'on applique la règle de représentation dans ces commissions. Ce qui est important de savoir aussi, c'est qu'on mettra en place, on ne les a pas mises à l'ordre du jour de ce conseil municipal, on mettra en place à partir de la rentrée des commissions municipales qui nous permettront à l'ensemble du conseil municipal, avec l'opposition bien sûr, de travailler les différents sujets, donc sur différentes thématiques, et elles vous seront proposées donc, à partir de la rentrée. Je donne la parole à Monsieur Hérault. Oui, alors pour ce faire, il faudra reprendre le règlement intérieur dans lequel figure la présentation des différentes commissions préparatoires au conseil municipal. Et donc, on a pour projet de proposer une révision du règlement intérieur en septembre, auquel donc naturellement on associera l'ensemble des élus. Et à la suite du vote du règlement intérieur, on pourra mettre en place les différents éléments qui auront été votés. Voilà. Donc, du coup, je dis quand même le nom des personnes qui ont été élues. Donc, pour le groupe Ouille la ville que j'aime, Monsieur Lemaître, Monsieur Paris, Monsieur Simonin, Monsieur Battistini. En suppléant, Madame Collet, Madame Lelanne-Constant et Monsieur Secaille. Et donc sont élus aussi pour le groupe Idées communes, Monsieur Sirot en titulaire et Monsieur Cadieu en suppléant. Alors, je vous propose de passer au point numéro 11 de l'ordre du jour, la commission de délégation de services publics. Donc la commission de délégation de services publics, elle est composée donc de son président et de 5 membres titulaires et 5 membres suppléants élus au sein de l'Assemblée à la représentation proportionnelle au plus fort reste, sans panachage ni vote préférentiel. Donc lors de la précédente réunion du conseil municipal, les conditions de dépôt de liste ont été fixées. Ainsi, il revenait aux candidats de déposer leur liste au plus tard le 10 juillet 2020 à midi à l'hôtel de ville. 3 listes ont été régulièrement déposées. Donc le groupe Ouille la ville que j'aime propose les candidats suivants. Titulaires, Madame Martineau, Madame Herbrecht, Madame Lelanne-Constant, Monsieur Chambert, Monsieur Boquest. Suppléants, Monsieur Hérault, Madame Broutin, Monsieur Simonin, Monsieur Maga, Madame Zafrani. Le groupe Idées communes propose les candidats suivants. Titulaire, Madame Levet. Suppléante, Madame Rusterholz. Le groupe ACES propose les candidats suivants. Le titulaire, Madame Bellala. Le suppléant, Monsieur Maigret. De la même façon, je vous propose de procéder à main levée, si tout le monde est d'accord. Donc, qui s'abstient? Qui vote pour la liste Ouille la ville que j'aime? « 29 voix. 29 voix. Qui vote pour la liste Idées communes? 7 voix. Donc 7 voix. Qui vote pour la liste ACES? 3 voix. On calcule. Mais en fait, il n'y a pas besoin de calculer. Hein. Ça ne change pas. Les paramètres ne changent pas. Donc, du coup, sont élus en titulaire, donc Madame Martineau, donc Madame Herbrecht, Madame Lelanne-Constant et Monsieur Chambert, donc 4 sièges pour la liste Ouille la ville que j'aime, pardon, pour le groupe.
En suppléant M. Hérault, Mme Broutin, M. Simonin, M. Maga. Et pour le groupe ID Commune, donc, sont élus Mme Levé et Mme Rusterholz. Le point numéro 12 à l'ordre du jour. Donc... Ah, excusez-moi, Monsieur Maigret. Simplement la même remarque que celle que j'ai faite au point numéro 10, et donc j'imagine la même réponse de votre part. Tout à fait. Donc le point numéro 12, c'est le Centre communal d'action sociale. Donc, lors de la séance d'installation, l'Assemblée délibérante a fixé à 16 le nombre de membres du conseil d'administration, dont 8 conseillers municipaux. 3 listes ont été régulièrement déposées. Le groupe Oui la ville que j'aime propose les candidats suivants: Madame Broutin, Madame Delicourt, Monsieur Secaille, Madame Martineau, Madame Gouard, Madame Orozco, Madame Labousse et Monsieur Hérault. Le groupe ID Commune propose la candidate suivante, Madame Privat. Le groupe ACES propose le candidat suivant, Monsieur Maigret. Alors, cette fois, on est obligé de... Donc, l'Assemblée est invitée à élire à bulletin secret les membres donc, élus au scrutin de liste à la présentation proportionnelle au plus fort reste, sans panachage ni vote préférentiel. Donc si plusieurs listes quand même ont le même reste pour l'attribution du ou des sièges restants à pourvoir, ceux-ci reviennent à la liste ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d'égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats. Donc pour le vote, donc, un bulletin vierge et un bulletin pré-rempli par la liste et un stylo se trouvent sur votre table. Donc je rappelle que toute personne disposant d'un pouvoir doit voter 2 fois et celle disposant de 2 pouvoirs doit voter 3 fois. Il convient de désigner 3 assesseurs pour effectuer les opérations de vote. Est-ce qu'on peut avoir un assesseur de chaque groupe? C'est pour le dépouillement? Oui, on peut demander à Mme Zafrani de porter l'urne ou... Oui, est-ce que Mme Zafrani accepte de venir chercher l'urne et se déplacer de table en table pour faire voter les conseillers? Donc on commence les opérations de vote. Donc Mme Zafrani Léa a voté. Ah, il n'y a pas d'enveloppe. C'est pas le bulletin secret. Ah d'accord. Donc il faut plier. Donc plier le bulletin. Parce que si vous le mettez, c'est pas forcément visible que. Enfin, c'est un bulletin secret normalement. Donc pliez votre bulletin si vous souhaitez conserver le secret de votre vote. Alors, moi-même, Chambon-Julien, Hérault Christophe, a voté. Madame Simonin Elsa a voté. Monsieur Lemaître Nicolas a voté. Alors, Madame Martineau Sandrine, c'est donc Madame Broutin qui vote pour elle. Monsieur Audrechy Madame Broutin-Gaël qui vote pour elle-même. Alors attendez, parce que du coup il y a Madame Delicourt, je ne vois pas où elle est. On va vous faire voter tout de suite pour Madame Delicourt. Hein. Et pour Madame Delicourt, Monsieur Michael Pierre a voté. Et Monsieur Michael Pierre, tu votes pour Madame Herbrecht. C'est bon? À voter. Madame Collet-Marina. Hop. Ça passe. À voter. Qui vote une deuxième fois pour Monsieur Chambert. À voter. Donc Monsieur Maga. À voter. Madame Dubois-Loya. À voter. Je vois rien de ce qui se passe. Mais... Monsieur Secaille. À voter. Madame Labousse. À voter. Monsieur Battistini.
À voter. Madame Orozco. À voter. Madame Dufour. À voter. Madame Prime. À voter. Monsieur Beauquest. À voter. Monsieur Simonin. À voter. Monsieur Paris. À voter. Madame Zafrani, c'est fait. Monsieur De Camaret. Je ne sais pas si vous votez. À voter. Madame Lelanne Constant. À voter. Monsieur Battista. À voter. Madame Goire. À voter. Monsieur Carouni. À voter. Monsieur Joly. À voter. Madame Rusterholz. À voter. Monsieur Cadiou. À voter. Et vote pour Madame Privat. À voter. Madame Levet. À voter. Monsieur Leclerc. À voter. Monsieur Sirot. À voter. Monsieur Bastide. Ah oui, dans l'ordre, on a Monsieur Bastide d'abord, mais bon. Monsieur Maigret, pardon. À voter. Et Madame Bellala. À voter. Est-ce que chaque groupe a désigné un assesseur pour dépouiller, s'il vous plaît? Monsieur Paris, pour le groupe Oui la ville que j'aime. Est-ce qu'il y a d'autres assesseurs? Monsieur Bastide? Madame Rusterholz? Attendez que les arrivent.
Donc du coup, on a les résultats. Donc sur 39 voix exprimées, donc on a 27 voix pour le groupe Oui la ville que j'aime, 7 voix pour le groupe Idées communes, 3 voix pour le groupe ACES et 2 votes blancs. Donc ce qui nous donne la répartition suivante. Donc le groupe Oui la ville que j'aime donc sont élus Madame Broutin, Madame Delicourt, Monsieur Secaille, Madame Martineau, Madame Goire, Madame Orozco. Ils sont élus pour le groupe Idées communes Madame Privat et pour le groupe ACES Monsieur Maigret. Je vous remercie. Alors, point 13 à l'ordre du jour, le collège, désignation d'un membre au collège Lamartine et au collège Guy de Maupassant. Élection de représentants. La ville de Houille compte 2 collèges sur son territoire. Les collèges Lamartine et Guy de Maupassant qui accueillent plus de 600 élèves. Chaque collège comporte un conseil d'administration qui prend des décisions relatives à l'organisation de l'établissement. La ville est représentée au sein de leur conseil d'administration par un délégué. Alors l'agglomération Saint-Germain-Boucles-de-Seine est également représentée au sein de ces structures par un délégué. Donc nous vous proposons donc son candidat pour le groupe Oui la ville que j'aime. Donc les candidats suivants: collège Lamartine, donc titulaire Madame Orozco, en suppléante Madame Goire. Au collège Guy de Maupassant, titulaire Monsieur Maga, en suppléante Madame Zafrani. Est-ce qu'il y a d'autres candidats? Donc c'est adopté. Pas d'autres candidats, c'est bon? C'est bon? Pardon? On fait un vote s'il n'y a qu'un seul candidat? Techniquement, si une seule candidature est déposée, pour chaque poste à pourvoir, les nominations prennent effet immédiatement. Mais on peut faire un scrutin. Mais on peut faire un scrutin à main levée si vous le souhaitez. D'accord. Donc du coup, on peut le faire à main levée, ça vous va? Oui. Donc qui s'abstient? 3 personnes. Alors, oui, un peu plus. Ça fait 10. C'est bon? Donc du coup, là, il n'y a qu'une seule liste. Donc qui vote contre, pardon. Là, j'ai dit qui s'abstient. C'est bon, c'est noté. Qui vote contre? Qui vote pour? Donc 29 voix, c'est bon? C'est adopté. Merci. Du coup, point 14 à l'ordre du jour, la mission locale intercommunale de Sartrouville, élection des membres. Donc les missions locales sont des structures de services publics dédiées à l'insertion des jeunes âgés de 16 à 25 ans, sortis donc du système scolaire. Elles informent, donc les missions locales informent, conseillent, orientent les jeunes et construisent avec eux un parcours personnalisé vers l'emploi. Elles apportent un appui dans la recherche d'emploi et dans les démarches d'accès à une formation, à la santé, au logement, aux droits et à la citoyenneté. La mission locale intercommunale de Sartrouville a donc pour objet l'insertion professionnelle et sociale des jeunes de 16 à 25 ans de Sartrouville, Houille, Maisons-Laffitte, Carrières-sur-Seine, Montesson, le Ménil-le-Roi. Donc, conformément au statut de cette association, il convient de désigner 2 membres titulaires et 2 suppléants chargés de représenter la ville. Le groupe Oui la ville que j'aime propose les candidats suivants: titulaires M. Maga et Mme Zafrani, suppléantes Mme Broutin et Mme Orozco. Est-ce qu'il y a d'autres candidats? Je vous propose de procéder au vote à main levée. Qui s'abstient? 10 abstentions. Qui vote contre? Qui vote pour? 29. Donc, point 15 de l'ordre du jour, le syndicat d'assainissement de la Boucle de Seine, le SAPS, donc élection des délégués. Alors, oui, n'hésitez pas. Oui, monsieur Joly. Oui, très, très rapidement, je voudrais saluer la mission locale qui a fait un énorme travail, et notamment avec sa présidente Ingrid Cavray. Donc je voudrais les saluer, je crois que c'était reconnu par tout le monde. Merci. Donc le point numéro 15 de l'ordre du jour, donc le SAPS, le syndicat d'assainissement, il est constitué en fait entre les communes de Beson, Carrières-sur-Seine, Chatou et Houille. Le SAPS, il a notamment pour objet en fait, le transport des effluents, la réalisation et l'entretien des collecteurs pour les eaux usées et pluviales implantés sur le territoire des communes membres. Les communes ayant adhéré au SAPS sont représentées au sein du comité syndical par 2 délégués titulaires et 2 délégués suppléants. Le groupe Oui la ville que j'aime propose les candidats suivants: en titulaire M. Chambon, moi-même, et M. Paris. En suppléant M. Miquel et Mme Collet. Est-ce qu'il y a d'autres candidats?
Alors, en principe, donc on peut procéder de la même façon au vote à main levée. Personne s'y oppose qu'on vote à main levée? Donc, qui s'abstient? 10 voix? 10 voix comme la précédente fois? 10 voix. Qui vote contre? Qui est pour? 29 voix. Merci. Donc le point 16 de l'ordre du jour, le syndicat d'énergie des Yvelines. Donc le syndicat d'énergie des Yvelines a pour objet d'exercer pour le compte de la commune de Houille la compétence obligatoire d'autorité organisatrice des missions de services publics afférentes au développement et à l'exploitation du réseau public de distribution d'électricité, ainsi qu'à la production et à la fourniture d'électricité. Donc le SEI, SEY, assure également le contrôle du bon accomplissement des missions du service public de l'électricité. Donc au regard des statuts du SEI, la ville de Houille est représentée par 3 délégués titulaires et 3 délégués suppléants, amenés à siéger au comité syndical. C'est 2, hein? Oui, c'est bien ce qui me semblait. En fait, c'est 2, c'est pas 3. Donc 2 délégués titulaires et 2 délégués suppléants. Le groupe Houille la ville que j'aime propose les candidats suivants. Titulaire, Madame Collet et Madame Herbrecht. Suppléant, Monsieur Audrechy et Monsieur Hérault. Est-ce qu'il y a d'autres candidats? Je propose de procéder au vote à main levée. Qui s'abstient? Alors, on a de nouveau 10? Ouais. Qui vote contre? Qui vote pour? 29. Point numéro 17 de l'ordre du jour, le syndicat intercommunal des lycées. Donc le syndicat intercommunal des lycées du district scolaire de Sartrouville est composé des communes de Carrières-sur-Seine, Houille, Montesson, Sartrouville, ainsi que du CIVOM Maison-Ménil, regroupant donc les villes de Maison-Lafitte et Ménil-le-Roi. Le SILS a pour objet l'acquisition de terrains nécessaires à la réalisation ou reconstruction de tous les établissements publics d'enseignement du second cycle du second degré, et la réalisation et l'entretien des équipements sportifs. Le SILS est également chargé de la gestion des transports scolaires. Plus maintenant. On m'actualise l'information, ce n'est plus le cas. Les communes ayant adhéré au SILS sont représentées au sein du comité syndical par 2 délégués titulaires et 2 délégués suppléants. Donc le groupe Houille la ville que j'aime propose les candidats suivants. Titulaires, M. Chambon et M. Secaille. Suppléants, M. Simonin et Mme Zafrani. Est-ce qu'il y a d'autres candidats? Non. Donc pareil, on procède à un vote à main levée. Qui s'abstient? 10 abstentions. Qui vote contre? Qui est pour? 29. Point numéro 18, donc à l'ordre du jour, le syndicat intercommunal pour le traitement des résidus urbains. C'est un syndicat mixte fermé à la carte qui exerce les compétences suivantes. Traitement des déchets ménagers et assimilés. Donc l'agglomération Saint-Germain des Boucles de Seine est membre du CITRU au titre de cette compétence. Mais le réseau de chaleur en fait correspond à la gestion du service public de distribution et la production de chaleur. La ville de Houille est membre du CITRU au titre de cette compétence. Les membres ayant adhéré au CITRU au titre de la compétence réseau de chaleur sont donc représentés au sein du comité syndical par 2 délégués titulaires. Le groupe, c'est 2, hein? Oui, on a mis qu'un. Bah, faut trouver un deuxième nom. Pardon? Non, c'est 1 plus 1. Ah, c'est 2 excusez-moi, c'est moi qui ai mal lu, c'est 2 délégués titulaires, il n'y a pas de suppléant. Donc le groupe Houille la ville que j'aime propose les candidats suivants, Madame Herbrecht, Monsieur Hérault. Est-ce qu'il y a d'autres candidats? Non, je vous propose de voter à main levée. Qui s'abstient? 10. Qui vote contre? Qui vote pour? Nicolas, merci. 29. Point numéro 19 à l'ordre du jour, le syndicat intercommunal à vocation multiple de la Boucle, donc le CIVOM de la Boucle. C'est un syndicat donc à la carte qui a pour objet les études, la programmation, l'acquisition, la réalisation et l'exploitation d'équipements et de services publics à caractère intercommunal. La compétence gérontologie donc, est financée par une subvention du département des Yvelines. Ce syndicat regroupe les communes de Carrières-sur-Seine, Chatou, Croissy-sur-Seine, Houille, Le Vésinet, Maison-Lafitte, Montesson et Sartrouville. Les communes ayant adhéré au CIVOM sont donc représentées au sein du comité syndical par 3 délégués titulaires et 3 délégués suppléants.
Le groupe Oui la ville que j'aime propose les candidats suivants. En titulaire, Madame Broutin, Madame Delicourt et Madame Lelanne-Constant. En suppléant, Monsieur Paris, Monsieur Simonin et Madame Gouard. Est-ce qu'il y a d'autres candidats? Non. Je vous propose de voter à main levée. Donc, qui s'abstient? 10 abstentions. Qui vote contre? Qui vote pour? 29. Merci. Point numéro 21 de l'ordre du jour, le syndicat intercommunal à vocation multiple. Point numéro 20, pardon, alors de l'ordre du jour. Donc le CIVOM de Saint-Germain-en-Laye, élection. Donc, et c'est encore une fois un syndicat à la carte qui a pour objet d'exercer diverses compétences. Ainsi, donc, la ville de Houille elle a adhéré au CIVOM en vue de lui confier la gestion des activités de fourrière animale et de fourrière automobile. Donc les communes qui ont adhéré peuvent être représentées en son sein par 2 délégués titulaires et 2 délégués suppléants. Le groupe Oui la ville que j'aime propose les candidats suivants. Donc en titulaire, Madame Orozco et Madame Dufour. En suppléant, Monsieur Paris et Monsieur Beauquest. Est-ce qu'il y a d'autres candidats? Pareil, je vous propose de voter à main levée. Qui s'abstient? 10. Qui vote contre? Qui vote pour? C'est bon? Point 21. Je regarde juste. Ouais. Point 21 donc, de l'ordre du jour, le comité des fêtes, élection des membres. Le comité des fêtes de Houille est une association culturelle et de loisirs régie par la loi de 1901 qui organise de nombreuses manifestations auvilloises, dont le carnaval des enfants, les festivités du 14 juillet, la braderie de Houille, le mérite sportif, la corrida pédestre internationale de Houille. Donc, conformément au statut de cette association, la ville est représentée au sein du comité directeur par 2 membres désignés par le conseil municipal. Donc, le groupe Oui la ville que j'aime propose les candidats suivants, Madame Dubois-Loya et Monsieur Secaille. Est-ce qu'il y a d'autres candidats? Non. Donc, je vous propose encore une fois de voter à main levée. Qui s'abstient? 10 abstentions. Qui vote contre? Qui vote pour? Merci. Le point numéro 22 de l'ordre du jour, donc le comité de jumelage. Donc, le comité de jumelage de Houille favorise les relations et développe les échanges entre la ville de Houille et ses 4 villes jumelées, donc qui sont Friedrichsdorf, ça va, j'ai pas trop mal dit, situé en Allemagne, dont le jumelage date de 1973, Schesheim, situé en Angleterre, donc, dont le jumelage date de 1986, Scholcher, situé en Martinique, dont le jumelage date de 1988, et Slorico de Basto, situé au Portugal, dont le jumelage date de 2005. De 1998 ? Oui, c'est ça. Donc le jumelage avec Slorico de Basto, c'est 2005. Oui ? Ah d'accord. On corrigera l'information. Donc le jumelage avec Scholcher date bien de 1998. Donc l'association, donc le comité de jumelage, il encourage donc la découverte des traditions, des modes de vie, donc par l'organisation d'échanges intergénérations, interassociatifs, ponctués de rencontres sportives, culturelles, musicales, gastronomiques et linguistiques. Donc conformément au statut de cette association, la ville est représentée au sein du comité par 3 membres désignés par le conseil municipal. Le groupe Oui la ville que j'aime propose les candidats suivants. Madame Dubois-Loya, Madame Martineau, Monsieur Chambert. Est-ce qu'il y a d'autres candidats ? Je vous propose donc de voter à main levée. Qui s'abstient ? 10 abstentions. Qui vote contre ? Qui vote pour ? 29. C'est bon ? Le point numéro 23 de l'ordre du jour, la commission communale des impôts directs. Donc elle assiste les services fiscaux dans la détermination des valeurs locatives foncières des locaux d'habitation, servant de base aux impôts directs locaux. Donc elle est composée du maire et de 16 commissaires, 8 titulaires, 8 suppléants, qui sont nommés par le directeur régional des finances publiques parmi une liste de contribuables établie en nombre double par le conseil municipal. Il revient donc à l'Assemblée délibérante de dresser la liste en nombre double des 8 commissaires titulaires et des 8 commissaires suppléants amenés à siéger au sein de la commission communale des impôts directs. Alors la liste proposée a été déposée sur la table afin que vous puissiez en prendre connaissance. Est-ce que tout le monde l'a bien ? Moi je ne l'ai pas. Si tu veux. Oui, je passe la parole à Monsieur Hérault. Oui, donc
comme la majorité municipale est attachée à faire participer l'ensemble du conseil municipal et l'opposition autant que faire se peut dans la vie de la commune, nous avons proposé aux deux groupes d'opposition de se joindre à la constitution de cette liste en proposant pour chacun le nom de 2 titulaires et le nom de 2 suppléants. Et c'est ainsi que cette liste a été bâtie. Voilà. Faut que je la lise ? Non ? Donc vous en avez tous connaissance, c'est bon ? Alors du coup, je vous propose donc de passer au vote. Qui s'abstient? Qui est contre? Adopté à l'unanimité. C'était quoi ça? Je votais pour. D'accord. Personne n'est contre, personne s'abstient. C'est bon, c'est parti. Alors le dernier point de cet ordre du jour du conseil municipal. Ah, attendez. Donc c'est le point numéro 24 de l'ordre du jour qui porte sur la modification du règlement intérieur de la piscine. Je vais laisser donc le rapporteur s'exprimer, Monsieur Secaille. Bonsoir à tous. Face à la crise sanitaire, le ministère des Sports a édité des recommandations permettant une ouverture des équipements sportifs, dont les piscines avec application de mesures sanitaires strictes. Ces recommandations ont été mises à jour le 26 juin dernier. Certaines de ces mesures sanitaires doivent être retracées au sein du règlement intérieur de la piscine. À cette fin, il convient de prévoir un article prévoyant des aménagements en cas de crise épidémique ou pandémique. Ainsi, ce projet de règlement intérieur prévoit notamment les aménagements suivants. Le port du bonnet de bain obligatoire, l'effectif des baigneurs pourra être réduit, l'accès pour la baignade pourra s'effectuer par tranche horaire avec un nombre de baigneurs adapté. L'accès à la piscine pourra être réservé aux personnes ne présentant aucun signe de contamination. Et enfin, l'accès au solarium ne sera pas autorisé pendant la crise sanitaire. Merci. Donc je vous propose de passer au vote. Qui s'abstient? Ah, oui, une prise de parole, Monsieur Cadiou. Oui, juste une intervention. On va bien évidemment voter pour ce point-là. J'ai quand même une petite interrogation. Pour ce point-là, pourquoi? Parce que c'est un plan qu'on a mis en place il y a déjà à peu près 3 semaines, où effectivement nous avions anticipé les décisions et nous avions effectivement des informations de la DDCS pour effectivement pouvoir ouvrir au plus vite la piscine. Donc c'est un plan qui a été vu, je dirais, dans la 3e semaine de juin. En revanche, j'ai une interrogation. En parallèle, nous avions effectivement précisé, ou nous avions préparé une décision qui pouvait se formuler sous forme d'arrêté pour limiter effectivement le nombre de personnes, puisque ce sont des créneaux qui sont bien répartis. Hein, ce sont des créneaux d'1 heure et demie, 1 heure dans le bassin, avec un nombre maximum de baigneurs. Et par ailleurs, nous avions estimé qu'il était nécessaire de revoir le tarif à la baisse, compte tenu de ces dispositions. Je n'ai vu aucune décision dans ce sens prise tout à l'heure ou relatée dans les premiers points qu'on a vus au Conseil. Alors peut-être que vous avez pris un arrêté et normalement cet arrêté ou cette décision devait donc fixer le tarif à la baisse et puis également réserver l'accès exclusivement aux Auvillois. Merci. Donc on a en effet dans la pratique, on réserve l'accès aux Auvillois en priorité. Si bien évidemment, lorsqu'un créneau horaire n'était pas plein, qu'une personne se présentait, on ne va pas forcément la refouler, mais le système de réservation est tel qu'on privilégie l'accès aux Auvillois. Donc après, sur les tarifs, je note bien votre intervention et on peut tout à fait l'étudier. Ce n'est pas encore le cas actuellement par arrêté. Excusez-moi. Ça veut dire que vous maintenez le tarif actuel pour 1 heure de bassin. Actuellement, on pratique un tarif enfant pour tout le monde. D'accord. Alors, il est important, effectivement, pour pouvoir pratiquer ce tarif-là, et que vous puissiez, effectivement, opter pour un usage exclusif ou en priorité aux Auvillois, il est nécessaire de prendre une décision ou de prendre un arrêté. Donc ce sera une décision du maire de pratiquer le tarif enfant. D'accord. Donc vous précisez que la décision est de fait, mais que vous ne l'aviez pas prise. Oui, c'est ça.
Je vous répondrai plus tard, mais c'est une décision d'appliquer le tarif enfant. D'accord. à toutes les Autre personnes qui précision, sur le site de la ville est également marqué, indiqué que les créneaux sont réservés aux Auvillois. Donc tant que la décision n'est pas prise, il me paraît effectivement pas opportun effectivement de laisser ce genre de choses. Merci pour votre vigilance. On a voté ou pas? On n'a pas voté? Non? Du coup, je vous propose de passer au vote, parce que on n'a pas encore voté. Donc, qui s'abstient? Qui est contre? Donc, adopté à l'unanimité. Merci. Un dernier point, avant de clôturer cette séance, je voulais rajouter par rapport aux commissions, comme là on vote beaucoup de commissions, on s'était engagé durant la campagne à créer 2 commissions en fait, extra-municipales, qui est la commission donc, du temps long, qui est le fruit notamment de la signature du pacte de transition écologique, et également la création d'une commission extra-municipale sur les publics fragiles. Donc ce sont des commissions qu'on vous proposera à la création maximum d'ici la fin de l'année 2020. Voilà. Oui. Dernière remarque sur la forme du Conseil, si effectivement la transition écologique est un point qui vous passionne, je vous rappelle quand même qu'il y a un peu plus d'1 an, on avait opté pour ce Conseil pour avoir des carafes d'eau plutôt que des bouteilles en plastique. Et je vois effectivement ça comme un retour, mais pas du bon côté. Non, il n'y a pas de souci, on remettra des carafes. C'est vrai qu'on avait privilégié en fait, un emballage à usage unique compte tenu du contexte sanitaire, mais on prévoira en effet des carafes, on est tout à fait pour et on en remettra, il n'y a aucun souci, avec plaisir. Voilà, je vous propose de clôturer la séance. Merci mesdames, messieurs.